Bonsoir à tous et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien en ce jeudi soir. Au programme de cette demi-heure, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 avec Bertrand Coudreau à l'occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte. Nous évoquerons l'autre Napoléon Bonaparte, héritier du trône et surtout député de la Sarthe. Ça sera dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal en ce jeudi 3 juin. On y va. Un journal présenté ce soir par l'excellente Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et ce soir, en ce jeudi, on va prendre de la hauteur dans ce journal. Direction l'église Notre-Dame de la Couture qui est actuellement en pleine rénovation et nous avons pu assister à ces travaux exceptionnels. Culture avec pour sa 20e édition Le Mans fait son cirque qui est de retour avec un programme bien chargé. L'invité de notre journal est le lieutenant-colonel Marc Ralu du SDIS 72, le service départemental d'incendie et de secours. Pour lutter contre les incendies, justement, des sentinelles de la forêt ont été mises en place à Mulsanne. Nous verrons concrètement en quoi ça consiste. Démarrons ce journal avec des images exceptionnelles. Depuis plusieurs mois, l'église Notre-Dame de la Couture est en travaux. Une rénovation exceptionnelle lancée par la ville du Mans sur ce bâtiment classé au monument historique. Après la restauration de la charpente, c'est actuellement au tour de la toiture. Anthony Piton. Ce sont des travaux d'urgence qui ont commencé. La toiture de l'église La Couture est en cours de restauration suite à des infiltrations d'eau. Bon, on écrit notre nom et puis la date et le jour et l'année. La dernière ardoise qu'on pose, on laisse souvent une petite trace derrière ou un bout de papier. Et puis comme ça, ceux qui découvriront plus tard, ils verront en quelle année on a fait la couverture. Une façon de rentrer dans la grande histoire pour Alexis. L'édifice a été construit entre le 11e et le 15e siècle et est classé monument historique. Les ardoises qu'on est en train de poser là, on les pose exactement comme elles étaient avant, au clou. Alors on a fait quelques petites modifications techniques qui consistaient à mettre des ardoises coffines, c'est-à-dire des ardoises qui sont naturellement courbées, qui n'étaient pas avant. Et en fait c'est un peu pour ça que le clocher s'est un peu dégradé assez rapidement. Parce que l'ardoise coffine va épouser complètement la courbe et du coup elle ne va pas se soulever quand il y a du vent. Objectif, préserver le patrimoine, mais aussi le valoriser pour le faire découvrir au public. Dès l'année prochaine, un guide conférencier assurera des visites. Toutes les charpentes sont restées finalement en l'état non transformé depuis les différentes phases de réalisation de l'église, c'est-à-dire la nef au XIIIe siècle, le transept, mettons, au XIVe, les chapelles au XVe. Voilà, on a vraiment des charpentes qui correspondent aux différentes périodes de construction, d'extension ou de reconstruction de l'église abbatiale de la Couture. Après le clocher, d'autres parties de l'église seront aussi rénovées. Maintenant, on va engager un plan pluriannuel, donc sur plusieurs années, pour peu à peu refaire les toitures de l'église. On a par ailleurs aussi à cœur de mettre le patrimoine, le rendre accessible, le préserver. Donc au sein même de l'église de la Couture, on va faire des rénovations sur des œuvres. C'est là la sortie, d'accord. La fin des travaux du clocher est attendue pour la fin de l'année 2022. Coût de l'opération, 280 000 €. Et on va parler prévention, risque incendie à présent avec l'invité de ce journal, le lieutenant-colonel Marc Ralu du SDIS 72, le service départemental d'incendie et de secours, qui est notre invité ce soir. Lieutenant-colonel Marc Ralu, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. On estime dans notre département que 200 hectares de forêt partent en fumée chaque année. Vous intervenez sur 100 interventions pour des feux de forêt, rien que dans notre département. Ce sont des chiffres locaux que je donne. Est-ce que ce sont des chiffres importants si on compare à d'autres départements de la France? Oui, tout à fait. Nous sommes le département le plus boisé de la région des Pays de Loire, avec 117 000 hectares de forêt, c'est-à-dire globalement 19% de notre territoire. 100 feux de forêt par an et puis environ 600 feux d'espace naturel, c'est-à-dire feux de broussailles par an. Oui, ce sont des chiffres importants. Et c'est pour ça qu'on a mis en place différentes actions. Alors, il y a eu les caméras de surveillance, par exemple. On en a parlé pas plus tard que la semaine dernière dans notre journal. Des caméras, il y en a 48 en tout qui sont installées dans notre département. Elles vont aider à prévenir ces incendies, à détecter et à arriver à temps. Comment ? Oui, alors effectivement, tout à fait. Ce sont 16 points hauts qui vont être équipés à terme. Actuellement, nous en avons 12 dans le département. Les 4 prochains seront équipés au fur et à mesure de l'arrivée de la fibre optique sur la commune.
L'idée, c'est de détecter au plus vite ces incendies, de les localiser précisément avec une triangulation au niveau de nos caméras. Et puis avec une caméra de levée de doute qui sera positionnée sur chaque point haut, en fait, on pourra zoomer au plus près de la réalité, au plus près du feu, afin de se rendre compte de la dimension de cet incendie. Est-ce qu'on intervient plus vite aussi grâce à ces caméras? C'est l'objectif, l'un des objectifs d'ailleurs, c'est plus le feu va être détecté rapidement et plus on va pouvoir engager des moyens précis et puis dimensionnés correctement et au plus vite. Est-ce que, à ce jour, le temps d'intervention est plutôt long? Vous espérez le raccourcir à terme? Alors, le temps n'est pas long, mais les gens, quand ils nous appellent, alors déjà, il faut qu'ils nous appellent, parce qu'en forêt, des fois, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Et puis, les gens, quand ils nous attendent, en fait, ils trouvent le temps long. Et puis, comme on dit souvent, mais un verre d'eau éteint un feu rapidement. Si le feu, il est là depuis 10 minutes, un quart d'heure, un verre d'eau ne suffira pas. Alors, il y a les moyens techniques avec ces caméras, il y a aussi les moyens humains qui vont être déployés. En 2015, il y a 105 hectares de fumée qui sont partis en fumée. Ça a traumatisé notamment la commune de Mulsanne qui a mis en place un système qu'ils appellent les sentinelles de la forêt. C'est quoi? Voilà, tout à fait. Donc la commune de Mulsanne et le département de la Sarthe, donc en relation avec le service départemental d'incendie et de secours, la gendarmerie nationale, donc on teste actuellement un dispositif qu'on a appelé les sentinelles de la forêt. Unique en France, il faut le dire aussi. Oui, c'est une idée complètement novatrice. Donc c'est survenu suite au feu que vous avez évoqué en 2015 à Mulsanne, où 105 hectares de végétation et de forêt essentiellement avaient brûlé. C'est un dispositif qui est inspiré des voisins vigilants. Alors il va se traduire de deux façons sur le terrain. La première, on va avoir des panneaux que l'on a positionnés à l'entrée des massifs, le panneau historique sur lequel, du code de la route sur lequel vous voyez l'allumette au pied d'un arbre, et puis un panneau qu'on a créé nous-mêmes avec un œil, et les cils sont représentés par des arbres. Le deuxième effet qui va se traduire, c'est la création d'une équipe qu'on appelle les sentinelles, comme je vous disais, comme les voisins vigilants. Une équipe, actuellement il y en a 15 de référencés sur Mulsanne, qui a été sensibilisée à la gestion des appels de secours par rapport aux feux de forêt. Donc l'idée pour eux, c'est de nous contacter au plus vite et puis de voir ce qui pourrait ne pas se passer correctement dans la forêt. Comment ça marche? Ce sont des gens qui vont régulièrement dans cette forêt, qui habitent à côté. Comment est-ce qu'ils vont détecter ces alertes? Effectivement, donc soit ce sont des gens qui habitent à proximité, soit ce sont des gens qui sont dans la commune et qui ont une passion pour la forêt ou qui se promènent souvent dans le massif forestier. Donc il faut qu'ils nous appellent au plus vite, donc on les a sensibilisés à ce niveau-là. Alors juste pour terminer, on va quand même rappeler les règles, puisqu'il y a donc ces sentinelles, il y a ces caméras, mais il y a aussi juste le comportement citoyen. On ne jette pas son mégot en forêt, on ne laisse pas ses détritus, des petites choses qui vous permettraient, vous aussi, de ne pas avoir à éteindre ces feux. Oui, effectivement. Contrairement aux idées reçues, la majorité des feux, ce sont ont pour origine l'homme. Parfois de la malveillance, mais très souvent de la négligence, voire de l'imprudence. Donc différents comportements qui semblent évidents, mais on ne fume pas dans une forêt, on ne jette pas son mégot dans la forêt, ni à travers sa vitre quand on est dans la voiture. On débroussaille régulièrement son terrain. Aux abords des forêts, on n'allume pas feu, pas de barbecue. Et puis je rappelle aussi une règle qui est très très méconnue dans notre département. Le règlement sanitaire départemental prévoit que toute incinération de déchets verts est interdite tout le long de l'année. Tout au long de l'année. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Marc Ralu, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Politique à présent, Hélène, avec les élections régionales qui approchent à grands pas. Les candidats sont en pleine campagne, un peu plus de 15 jours du premier tour des élections régionales. La tête de liste Debout pour les Pays de la Loire était au Mans ce mercredi. Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France, à ses côtés pour la soutenir. C'est la Sartoise Cécile Bail de GC qui espère atteindre donc les 10% de voix afin d'obtenir un groupe au sein du Conseil régional. Dans leur programme, la sécurité, la santé et la réindustrialisation du territoire, avec une commission qui y serait dédiée, qui inciterait et aiderait les entreprises à s'implanter à nouveau dans la région. Écoutez Cécile Bail de GC. C'est une agence, c'est une commission qui sera mise en place pour bien réguler les emplois et les entreprises qui s'installent de façon égalitaire dans tous les Pays de la Loire et en particulier dans la Sarthe. Et en même temps, relocaliser des entreprises qui ont quitté la France dans les Pays de la Loire. Ils reviennent en force au Mans. Oui Aurélien, et notamment pour la 20e édition du Mans fait son cirque. Ça va se passer du 18 au 27 juin prochain. 28 spectacles sont présentés pour plus de 80 représentations au total. Ils sont à retrouver principalement sous les 8 chapiteaux et puis en extérieur le long de la promenade Newton à côté de la cité du cirque Marcel Marceau, c'est au Sablon. Et puis cette année, pour pallier les restrictions sanitaires, le festival jouera les prolongations du 28 juin au 20 juillet, un signe fort des organisateurs dont la ville du Mans investit beaucoup dans ce festival.
festival Laure Girard. Pour ce 20e anniversaire, les organisateurs du Mans fait son cirque ont voulu une programmation aussi riche, sinon plus encore que les années précédentes, avec en prime des cartes blanches à 4 artistes en résidence au long cours. On leur donne une carte blanche sur une semaine pour créer un spectacle qui n'est pas encore écrit. C'est-à-dire qu'ils vont arriver le lundi, ils vont travailler du lundi au vendredi dans un espace qu'on tient secret parce qu'on veut garder la surprise pour les spectateurs. Et puis on aura 3 représentations, les vendredis, samedi, dimanche. Les 18, 19 et 20 juin donc, pour bien commencer le festival. Jusqu'au 27 juin, 80 représentations pour 28 spectacles seront proposés, principalement sous les chapiteaux et les espaces extérieurs de la promenade Newton. Un ancrage de l'événement et de la cité du cirque dans la ville du Mans que les élus souhaitent valoriser, d'autant plus que le label Pôle national du cirque devrait être attribué fin 2021. Et donc les subventions de l'État sont augmentées par rapport à ce label Pôle national, ce qui vient compléter l'offre. Ça permet de faire entrer aussi dans la Cité du Cirque d'autres partenaires qui seront la région et le département, et donc avec des subventions aussi à la clé. Un événement qui joue les prolongations cette année, avec d'autres spectacles proposés du 28 juin au 20 juillet. Et l'ouverture des réservations, c'est à partir de mardi prochain, c'est-à-dire le 8 juin. Un mot de sport pour terminer ce journal. Et au Mans FC, des arrivées, mais aussi des départs. Le défenseur central Jérémy Choplin n'est pas conservé par le Mans FC. Il l'a annoncé ce mercredi sur son compte Twitter. Il n'a pas reçu d'offre pour poursuivre l'aventure. À 36 ans, cet enfant du Mans n'avait pas hésité en janvier 2020 à quitter son ancien club de Ligue 2 Ajaccio pour venir jouer sous les couleurs des Sang et Or. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs ou ex-joueurs du Mans lui ont rendu hommage et témoigné leur tristesse de le voir partir. Alors il y a ceux qui partent, mais il y a aussi ceux qui restent. Le club a annoncé que Pierre Patron et Pierre Lemonnier, entre autres, restaient dans le club pour la saison prochaine. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après pour Au quotidien la suite. Ne bougez pas.